Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de YayaCast. Je suis Gemma et je suis accompagné comme à l'accoutumée de Zipan. Salut Zipan, comment vas-tu ? Je vais super bien. Oh, ça me fait plaisir, ça me chatouille au fond. Moi aussi, ça me fait plaisir. Nous sommes avec la même personne avec qui nous avons fait l'épisode sur Desproges. Je veux bien entendu parler de Valichon. Salut les mecs. Comment tu vas, Val ? Eh ben ça va super. Alors, lors du premier épisode, tu as choisi de parler de Desproges. Et c'était bien pratique parce qu'on connaissait tous les trois le sujet. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Absolument. Parce que tu nous as dit vouloir parler d'une personne dont nous ne connaissions, tous les deux, Zipan et moi, rien du tout. D'accord. Et cette personne, c'est Temple Grandin. Donc Temple Grandin. Est-ce que je le prononce bien déjà ? J'espère Oui, qu'on oui, va c'est- tous le prononcer super bien pendant toute C'est l'émission, ça. parce que là, t'as On mis va la barre essayer. très très haut. Hein. C'est ça. On va essayer de pas perdre notre public anglophone. Non, Voilà. qui n'existe absolument pas d'ailleurs. Ah oui. Absolument. Qui comprendront rien sauf s'ils parlent français. Alors du coup, Temple Grandin, comment est-ce que... Je vais te reposer la même question que pour le premier épisode. Comment tu l'as connue et pourquoi ton choix s'est porté sur elle ? Alors Temple Grandin, comment j'ai connu, c'est je pense grâce à un film que j'ai vu, qui parlait, un biopic comme on dit, qui parle de cette femme-là avec Claire Danes dans le rôle titre. Ah d'accord, donc tu l'as connue par le Je biais l'ai du... connu par le film produit par D'accord. HBO. Moi j'ai cru que tu connaissais Temple Grandin et que après coup tu avais Non, regardé le biopic. non, D'accord, j'ai ok. découvert avec le film à la télé et j'ai trouvé la vie de cette femme vraiment passionnante qui est, on va la présenter après. Mhm. Oui. Et puis on va parler du film un peu plus en détail. Ouais, bien sûr. Et pourquoi j'ai choisi cette personne? Parce que Ouais. fascinant, vraiment un personnage Ouais. fascinant. Et puis je pense que c'est important aussi de parler des grandes femmes, Tout à fait. autant que des grands hommes qui ont fait ce monde et qui ont révolutionné certains. C'est pas parce procédés. c'est pas parce qu'on a 7 testicules à nous trois qu'on doit forcément... Ah bon, t'en as qu'une ? Non, mais c'est pas forcément que pour une idée de parité. Je pense que c'est important, pas toujours de parler toujours des mêmes personnes, Simone Veil, etc. Même si ce sont des personnes qui ont fait des grandes choses, mais de faire découvrir un peu aussi Bien sûr. des personnages un peu plus méconnus. Carrément. Alors, est-ce que, cher auditeur, c'est pour toi la première fois que tu entends parler de Temple Grandin ? Si c'est le cas, pose ce mouchoir et prends un revolver. Non, putain. Quoi? Oh, putain. Non, pardon. Non, pardon, je voulais dire essuie tes oreilles et ouvre tes larmes. Non, putain. Merde. Ouais, Bon, bref. tu vas y arriver. Laisse-toi guider par le doux son de la voix de Zipan. Bonsoir. Alors, je vais vous parler un petit peu de Temple Grandin, de son vrai nom, Mary Temple Grandin, hein, Ah. ou encore Temple Grandin dans la langue de Molière. Ah voilà, je savais qu'il y avait un moment. Alors tiens, comme c'est un nom peu courant aux sonorités étrangères pour tout Français qui se respecte, j'ai trouvé un petit moyen Pour s'en souvenir. Voilà, pour s'en souvenir. Mhm. Alors, Temple, déjà, pensez au temple, tout simplement. Le temple du soleil, le temple de la forêt, le temple de Jérusalem, ou encore le temple bouddhiste de Pagon Tianmin, à Sainte-Foy-les-Lyons. Et pour Grandin, vous pouvez penser à des gradins, hein. Le support qui permet d'accueillir des spectateurs dans des stades dédiés. Par exemple, le Stade de France, Bercy, enfin bref. De rien. Donc vous avez temple, gradin, Grandin, temple, Grandin. Voilà, c'est fait. Je crois qu'on est bon sur... Ok. Bon, attardons-nous maintenant sur le parcours de Monastère Accor Arena. Temple Grandin, autant pour moi. Alors, Temple Grandin, donc, dans la langue, est né le 29 août 1947 à Boston, soit 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et 8 ans après Pierre Desproges, voire épisode 1 de YayaCast, un programme dynamique et entraînant. Dès son plus jeune âge, elle n'aime pas être prise dans les bras et semble à la fois sourde et hypersensible au bruit. Elle reste non-verbale jusqu'à l'âge de 4 ans, elle aime ressentir des pressions qu'elle peut contrôler, mais déteste au contraire celles qui lui échappent. Elle déteste les odeurs fortes, pique des crises de nerfs, n'aime pas les vêtements qui irritent la peau, etc. Bref, disons-le franchement, c'est une gamine chiante, une chiarde, une casse-couille. En tout cas, c'est l'idée que se font les adultes de cette époque, Oui, d'accord. sans savoir que cette gamine irritable les renvoie à leur propre ignorance. En effet, elle présente un caractère difficile, moins normal, mais pourtant elle commence aussi très tôt à créer et modifier des objets variés. Elle aime concevoir, elle est créative, et malgré sa différence, n'en reste pas moins plutôt sociable.
Cette petite fille singulière, qu'on qualifie dans son entourage au début des années 50, de bizarre, étrange, différente, allant même jusqu'à la traiter de retardée, lui diagnostiquant même des lésions cérébrales, est en fait autiste. Et oui, à l'époque, l'autisme est très abstrait, et si on le connaît un peu mieux de nos jours, c'est en grande partie grâce à cette petite fille agitée. Son père souhaite la confier à un établissement de malades mentaux, mais sa mère, qui joue un rôle héroïque et décisif, applique à sa fille une éducation spécialisée sans rien savoir de l'autisme, créant même des méthodes utilisées professionnellement aujourd'hui. Grandissant comme la fille bizarre, se passionnant d'œuvres de science-fiction, elle finit par être diagnostiquée d'autiste officiellement, puis se tourne vers des études d'ingénierie. C'est dans son adolescence qu'elle va développer une réelle affection envers les animaux, d'abord les chevaux puis les vaches. C'est en visitant un abattoir que, choquée, elle se promet de créer des abattoirs qui tuent les animaux avec le minimum de douleur et le plus éthiquement possible. La suite, c'est la Temple Grandin qu'on connaît tous, qui a fait des études de zootechnie, qui a amélioré les conditions d'abattage des bovins aux États-Unis et écrit beaucoup de livres sur l'autisme, où elle parle de sa propre expérience, ce qui est une première. Elle évoque sa façon de penser en images, entre autres. On y reviendra plus en détail, sachez seulement qu'en 2012, en Amérique du Nord, environ la moitié du bétail envoyé dans un abattoir emprunte un appareil de contention à piste centrale qu'elle a élaboré pour l'établissement de traitement des viandes et qu'elle a été consultée par les plus grosses multinationales de restauration telles que McDonald's et Burger King, entre autres. Ah oui, quand même, donc ça a vraiment cette ampleur-là. Eh oui. Ah, ça, je savais pas. Elle a également écrit de nombreux livres sur l'autisme et même inventé une machine à câlins lui permettant d'avoir sa dose d'étreinte quotidienne jusqu'à pouvoir s'en passer et serrer enfin son prochain dans ses bras. Il semblerait que Temple Grandin cristallise tous les débats. Autour de l'autisme, un sujet toujours difficile de nos jours, également le droit à la tolérance et à la diversité, la notion du bien-être animal, difficile à avaler pour certains éleveurs, la notion, pas l'animal. Elle alimente aussi le débat autour du végétarisme, à défaut d'alimenter les végétariens. Et enfin, c'est une femme dans un monde d'hommes, pas de chance. Et pourtant, on ressort une personne au charisme indéniable, une volonté de faire et une intelligence qui n'est plus à prouver. À une époque, on est tous fascinés par des gens à la vie pas facile qui peuvent brillamment s'en sortir. On peut également se demander si être étonné par le parcours de Temple Grandin comme de toute personne partant avec des béquilles dans la vie est un effet de mode. Temple Grandin nous prouve deux choses. Qu'elle n'est pas un effet de mode au regard du nombre de personnes qu'elle a aidées, d'études scientifiques qu'elle a poussées, mais également qu'elle n'est jamais partie avec des béquilles. Elle le dira elle-même, si je pouvais cesser d'un claquement de doigts d'être autiste, je ne le ferais pas parce que ça fait partie de ce que je suis. Sa différence, elle l'assume à juste titre et prône une société non pas tolérante mais qui se servirait de ses différences. La tolérance en découlerait alors naturellement. Vivre avec sa différence, c'est être moqué, enfant. Jeune adulte, c'est être bêtement encensé, materné, ramené toujours à son défaut. Puis plus tard, c'est peut-être être pris pour ce que l'on est. Vivre avec sa différence, c'est s'arracher de racines tenaces, subir des regards perçants et sans perdre espoir, faire de l'inconfortable une réalité apaisée. Vous suivez ? Bien sûr. C'est beau, putain. Impossible de jeter la pierre à ceux qui échouent et de ne pas admirer ceux qui s'en sortent. Impossible de voir le succès avec le regard de la normalité. Et pourtant si, car à travers un parcours extraordinaire et courageux, nous n'admirons jamais que des gens normaux, de la chair et des os, sensibles, qui ferment les yeux pour s'endormir. Oh là 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 là. 20 dieux. Donc ça lève beaucoup de... Moi je dis bravo. Moi je dis bravo. Très beau texte. Ouais. Et ça permet d'alimenter énormément de débats, notamment le regard qu'on peut avoir sur ce qu'on est quand on a ou une différence ou un handicap ou quelque chose comme ça, et le regard des autres porté sur ce handicap. Enfin, on va peut-être... Ouais. Alors oui, d'abord, avant d'ouvrir les hostilités, je vais faire un petit disclaimer, un avertissement. Nous allons parler dans cet épisode évidemment d'autisme, là où nous devrions peut-être parler de troubles du spectre autistique, les TSA. Sachez que si nous nous méprenons sur la terminologie à employer, c'est avant tout par méconnaissance sur le sujet et par facilité parce que c'est vachement moins long à prononcer. Nous ne voulons en aucun cas blesser qui que ce soit dans la communauté autiste. Alors j'ai d'ailleurs appris un mot en préparant cet épisode, Oui. le mot neurotypique. Neurotypique. Ouais, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Non. Non. Je vois pas. En gros, c'est un mot créé par les personnes autistes pour qualifier ceux qui ne le sont pas. Ah. D'accord. Donc C'est nous... fou. Donc enfin, nous trois, on est... tant qu'on ne sera pas diagnostiqué Tout à fait. autiste ou trouble autistique, Ouais, on sera vu par eux comme des on sera des neurotypiques. neurotypiques. Ouais. Mmh. D'accord.
On va commencer, on va parler du film. Oui. Alors, Val, tu nous as appris l'existence du téléfilm HBO qui est sorti en 2010, Oui. appelé Temple Grandin. Oui. C'est original, on rappelle que c'est un téléfilm, le budget est pas forcément dans le titre. Téléfilm réalisé par Mick Jackson avec Claire Danes dans le rôle principal. Oui. On l'a tous les trois vu autour de la table. Oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Et j'aimerais commencer par Zipan. Moi, c'est un film que j'avais pas vu. J'adore Claire Danes, je suis un fan de la première heure. Ah, tu la connaissais avant? Ah oui, j'ai découvert dans Roméo plus Juliette. Elle joue dans Roméo plus Juliette. Ah bah oui, elle fait Roméo. Juliette. à chaque fois, je me trompe. Bref. Je savais même pas que... Je crois que je l'ai même pas vu Roméo et Juliette. Ah oui, c'est bien, ouais. C'est pas mal. D'accord. Moi, Elle j'ai joue- découvert dans Homeland. Elle joue dans Homeland, Ouais. elle joue dans Stardust Mmh. aussi. Stardust, moi, c'est Ministère de l'Étoile, ouais. voilà, qui est pas forcément un film incroyable, mais moi que j'aimais bien. Non, il est bien. Il a ses défauts, mais il est Mhm. plutôt sympa. Donc j'adore cette actrice. Ouais. Elle joue super bien. Malheureusement, je l'ai trouvée que en version française sur Internet, et je Moi pense aussi. que ça dessert un petit peu le film. Ouais, après, c'est un Mais- téléfilm, hein. Moi, je sais pas. Ah, mais moi je trouve que c'est très réussi. Enfin, moi j'ai trouvé Ouais. ça très Ah oui. réussi Ouais. personnellement. Ouais. Je trouve Ouais. que c'est Mm. c'est vraiment à voir. En Mm. plus, il y a cette façon de penser en image qui est hyper important. Oui. Et c'est assez incroyable. Et moi j'ai trouvé ça super parce que dans des conférences, Temple Grandin, quand elle dit penser en image, Mm. en fait c'est assez dur quand on le fait pas de Pour- s'imaginer le Pour faire. des neurotypiques. C'est pour des neurotypiques. Parce que nous, on se dit, tiens, aujourd'hui, je vais aller à la boulangerie, acheter ça, etc. Évidemment, on voit une boulangerie dans notre tête, mais on pense pas qu'avec des images. On pense, quoi. On a un fil de la pensée. Mhm. Et quand on regarde le film, visuellement, ça marche super bien parce Ouais. que Mhm. on voit exactement le chemin de sa pensée, mais il y a aucun mot. C'est juste une porte, puis une fenêtre, puis machin, puis truc. C'est ça. Et Ouais. ça Une s'enchaîne. image, comment elle s'imagine ce que les gens disent ou par rapport à une expression Ouais. qui pour elle n'a Ouais. pas forcément le sens qu'elle y attribuerait. Bah, pour, Alors ça d'accord. pour d'ailleurs, reprendre ton exemple, la boulangerie, elle, si on dit je vais aller à la boulangerie, elle va visualiser toutes les boulangeries qu'elle aura vues dans toute sa C'est vie ça. et s'en faire une image mentale. Exact. Exact. C'est fou. ça. Et du coup, ouais, je trouve que le film traduit vachement bien ça. Mhm. Ouais. Et en plus, comme Temple Grandin, elle s'occupe vachement de montrer la différence des autres. Mm. Le film montre très bien Mhm. que y a des gens on n'a pas tous la même façon de penser en Mm. fait. Et ça, c'est très réussi, je Il y a trouve. d'autres films qui montrent bien ça, je trouve, mais de manière moins marquée, comme Un homme d'exception. Je sais pas si Oui. vous avez vu ce film-là. Ah oui, oui, oui. C'est avec, C'est- rappelle-moi, c'est le pas Russell Crowe c'est Russell Crowe Si. qui joue, qui est quelqu'un qui a des troubles autistiques, Ah ouais. qui est un surdoué, un autiste surdoué comme on dit, Mm. et qui va arriver à voir une équation mathématique dans les logos qu'il y a sur la cravate d'un mec, par exemple, Ouais, un ouais, cocktail. Il va faire le rapprochement avec les tranches de citron, je crois, qu'il y a dans le saladier, et il va reporter ça il voit une équation mathématique, Et- alors que nous, on verrait une image. et complètement, d'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, Ouais. c'est que du coup, Rain Man, mon enseignant, je me suis rendu compte que c'était le premier film qui mettait vraiment En avant. en avant, parce Ouais. qu'il y avait déjà d'autres choses avant. Bien Il y a sûr. par exemple dans Des souris et des hommes aussi, les Oui. nuits, les Ah. autistes. Oui. Donc c'est C'est déjà pas- arrivé, mais dans il me Rain semble Man, pas- il est vraiment au premier plan. Quoi. Oui, et puis par exemple dans des souhaits des âmes, il me semble pas que le mot autiste Non. soit réellement prononcé. Non, c'est vrai, mais Puis dans tous les cas, ça se passe dans les années 30 ou un truc comme Ouais. ça, donc dans tous les cas, je pense que ce mot-là à l'époque. C'est ça. c'est ouais, ça. je sais pas si ça. Pas démocratisé. Non. D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de Rain Man comme ça, parce que Mm. quand il y a une scène où quand Cruise et Hoffman se retrouvent dans un cabinet de médecine, la secrétaire médicale dit moi j'ai vu que la version française, elle regarde Oui. son registre et fait quel est son problème exactement? Il est artiste. Et en fait, ça montre aussi Ah, que les gens excellent. ne connaissent pas ce mot-là, ne Ouais. connaissent pas Oui. cet état mental en fait, physiologique. Et Cruz répond à la c'est- secrétaire médicale, non, autiste, c'est-à-dire, c'est pas trop. Ouais, Et il lui montre son frère, donc Hoffman, et puis il est dans une analyse complètement mirobolante, et voilà, et il lui montre, il est déconnecté, mais par rapport à nous, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien ce genre de film qui fait prendre conscience. Et en fait, j'ai aussi découvert que Temple Grandin, elle a conseillé Oui. Dustin Oui. Hoffman sur le film. Absolument, Et, absolument. et lui, il est incroyable. Lui, il est, ouais. Moi, il y a une scène qui me fout des frissons dans ce Ouais. film, c'est quand il demande des cure-dents à une serveuse, Ah oui, c'est ça. et elle lui donne une boîte, et au moment où elle va lui donner la boîte, elle fait tomber la boîte par terre et tous C'est les ça. cure-dents par terre. C'est ça.
Et lui, il regarde tous les cure-dents par terre et il dit 172, quelque chose comme ça. Et je sais plus comment se passe le reste de la scène, mais il dit non, il y en a 180 dans la boîte. Ah oui, c'est ça. Donc il s'est trompé, quoi. C'est ça. Et là, la fille, elle regarde dans la boîte, elle fait mais il en reste 8 dans la boîte. Il en reste 8, en fait. Et donc du coup, le compte est bon. Et en fait, l'autisme, souvent dans les films, c'est, enfin, une personne qui a des troubles autistiques, c'est aussi souvent quelqu'un qu'on visualise comme très savante, qui est hyper intelligente, certes étrange, mais qui a comme un génie une espèce de super-héros, voilà, c'est ça. Comme un génie inconscient de son génie, parce qu'il n'est pas du tout sur la même norme, il n'est pas du tout sur le même niveau de pensée que ses interlocuteurs. Alors, justement, j'ai remarqué quand même, en essayant de faire un inventaire de tous les personnages, entre gros guillemets, autistes, qu'on peut avoir dans les médias, dans les films, dans la culture populaire, quoi, c'est très souvent limité au syndrome d'Asperger, au syndrome du savant, comme on l'appelle, et du coup, j'ai vu noter, par exemple, Sheldon dans Big Bang Theory, Abed dans Community, à un peu moindre mesure Sherlock dans la série du même nom avec Benedict Cumberbatch, et bon, évidemment Rain Man, mais du coup, moi... Monk aussi. Comment? Monk, oui, bien sûr. Le détective Monk. Avec Tony Shalhoub. Alors lui, il a des tocs, mais je sais pas si c'est... Est-ce que c'est... Bah, c'est une sorte de génie, il y a quelque chose dans mais en fait, je pense que ça a défini souvent, par exemple, quand il y a des biopics, même sur moi je pense à The Social Network par exemple, j'adore ce film, mais je trouve que après les films qui ont suivi, la personnalité de Zuckerberg qu'ils lui ont donné dans le film, il la donne un petit peu à tous les génies qui ont créé des choses après. Je trouve que c'est une écriture de scénario qui est devenue qui s'est un peu calquée là-dessus, un peu facile. C'est stéréotypé, quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'il les représente un petit peu avec des traits de caractère comme ça. Ça m'a fait la même chose. Justement, j'ai pensé à Benedict Cumberbatch, le film où il joue le rôle de Alan Turing. Oui. Imitation Game. Imitation Game. Moi, ça m'a saulé parce que... Oui, il a été hyper controversé ce film pour ça d'ailleurs. Parce qu'on dirait vraiment il est pas comment dire, il est vraiment asocial, il est vraiment alors que en vrai on n'en sait rien, quoi. C'est vraiment on prend le stéréotype. C'est des suppositions, c'était pour mettre un petit peu plus en avant le personnage qu'ils ont récupéré ce stéréotype du neurotypique. Exactement. Bah non, du coup. Bah non, non, pardon. Putain, mais moi j'approuve comme voilà, ça m'a... Mais bon, ça prouve que je vais retenir ce mot. Et je vais l'utiliser à meilleur escient à l'avenir. Voilà. Donc... Il y a un site justement, je sais plus comment il s'appelle, donc c'est une super information, mais qui en fait si on le retrouve, le nom du site, on le met dans les commentaires. Je sais pas. C'est juste en dessous de la vidéo. Voilà, c'est là. Ici, là. Non, à côté. Non, arrête, t'es con, quoi, sérieux. Profites-en pour mettre un pouce en l'air. C'est un site en fait qui aide à voir à quel point un biopic basé sur des faits réels, un biopic c'est toujours le cas normalement, est proche de la réalité. Et il y a un pourcentage en fait qui montre qu'est-ce qui est vrai, etc. Et ça peut aider. Tu m'avais montré ce truc-là. Parce que t'as des films qui sont très proches de la réalité. Absolument. Par exemple, je pense à la série The Crown, par exemple, qui se rapproche vraiment. Et t'as Bohemian Rhapsody à côté, où il y a énormément de différences. Et ce site, il permet aussi de montrer que des fois, c'est très romancé. Et qu'est-ce que c'était celui qui était à quasiment 97-98%, le biopic qui avait été le plus proche possible? Il y avait eu un classement, tu m'avais montré sur ce site. À 99%, je crois que c'était un film sur Martin Luther King. Mais je suis pas tout à fait sûr. Bah, il y a un film, Selma, on dérive un peu là, mais Selma, sur Martin, c'est un super film. Ah, voilà. Ça, c'est un biopic que je conseille. Et c'est peut-être ça que tu m'avais montré sur ce fameux site dont on mettra le lien. Si on le trouve. Qui met le pourcentage de véridicité. Je sais pas si c'est un véridicité. On va revenir sur l'autisme un petit peu. Oui, c'est quoi votre rapport avec ce trouble? Est-ce que vous connaissez personnellement une personne autiste? Bah, je peux commencer. Moi, je me rappelle de ma première rencontre avec une petite fille autiste. Et c'était incroyable. Parce qu'en fait, je suis arrivé chez une personne qui avait une fille autiste, mais j'étais pas au courant. D'accord. Et en fait, elle est sortie, elle devait avoir 13 ou 14 ans, elle devait faire pratiquement ma taille. Et en fait, pour me dire bonjour, elle s'est jetée dans mes bras. Elle m'a fait un gros câlin, quoi.
Et ben moi ça m'a fait super bizarre parce que socialement on fait pas un gros câlin comme ça. Plus que ça. Parce Donc, que je tu lui ai connais dit- les normes sociales. Voilà. Mais du coup en même temps ça me fait bizarre parce que je pensais aussi que les autistes, bah comme Temple Grandin par exemple, Voilà. elle déteste le contact physique. Se faire, ouais. Et là c'est- Sheldon. et là c'était pas le Sheldon cas. Cooper aussi. ouais, Là c'était pas le cas. Elle m'a vraiment pris dans les bras, etc. D'accord. Et puis enfin c'était très touchant en fait. Mhm. Et puis je me rappelle que après on a passé une petite soirée là-bas et je me rappelle qu'à un moment elle s'est rapprochée de moi et elle me dit elle chuchotait comme ça, elle disait bonjour grand-père, bonjour grand-père, bonjour grand-père D'accord. parce qu'en D'accord. fait j'avais une barbe D'accord. et donc du coup elle pensait que Elle a j'étais un associé- grand-père en Ah fait. d'accord, elle a associé ça Ouais. directement Ah. au fait de la C'était- vieillesse ou de la Ouais. sagesse, la barbe. Et du coup Énorme. c'était une expérience Excellent. Ah ouais. incroyable et du coup Ouais, j'ai ouais. pu discuter un peu avec sa mère et c'est super intéressant et c'est vrai que dans les troubles autistiques il y a des enfin par exemple elle déteste les bruits de ventilation, les bruits de Ouais. par exemple la ventilation c'est un truc apparemment tous ceux qui sont atteints Ah oui. d'autisme Ah oui, d'accord. c'est elle par exemple quand elle va aux toilettes Ouais. elle attend qu'il y ait personne dans les toilettes pour aller aux toilettes parce que si quelqu'un se sèche les mains Ouais. elle c'est horrible quoi. Ça fait un bruit pour elle qui est insupportable. C'est ça. Donc D'accord. elle attend qu'il y ait personne dans les toilettes pour pouvoir aller aux toilettes. Une C'est fois vachement qu'elle est aux intéressant. toilettes, elle se lave les mains et après pour se sécher les mains, elle se bouche une oreille avec une des mains et Elle se l'autre sèche. oreille avec l'épaule et elle se Ah, sèche une main. ouais, Et en fait, elle intervertit pour pas entendre la ventilation quoi. C'est dingue. C'est dingue. Ouais. Ça permet, en fait, ce genre de choses, de comportement, ça permet d'appréhender mieux peut-être quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, qu'on soit prévenu ou pas prévenu, qu'on rencontre une personne Ouais. autiste. J'imagine, tu dois te préparer à dire, attention à ce que je vais faire ou attention à ce que je vais dire. Oui. Je pense que c'est quelque chose d'important qui devrait être présent. Bon, après, je vais partir un peu en digression, mais c'est le genre de choses. Alors, est-ce Oui. que toi, t'as rencontré personnellement une personne Alors, autiste? moi, personnellement, j'ai pas rencontré de personnes autistes ni discuté avec des personnes autistes, mais pour tout vous dire, j'ai un handicap qui est une légère surdité en fait. Et je rapproche les deux parce que quand tu n'as pas été sensibilisé aux problèmes de l'autre, je généralise vraiment très globalement, quand tu n'as pas été sensibilisé aux problèmes de l'autre, tu sais pas forcément comment réagir ou tu vas pas te rendre compte que tu vas mal te débrouiller pour communiquer avec la personne. Et je pense que c'est analogue aux troubles autistiques. C'est plus tu as été sensibilisé à ce qui pouvait choquer un autiste, plus tu vas faire attention et être sensible à l'autre et pouvoir communiquer d'une meilleure façon. Moi, je sais que si je suis dans une soirée et si on m'appelle pas par mon prénom pour me haranguer et me parler ensuite, Tu vas peut-être pas je vais capter. peut-être pas capter qu'on est en train de Ouais. me causer, quoi. Ah bah ça. Et donc, ouais. je pense que ça, c'est un truc qui est très important, qui devrait être, et je vais terminer là-dessus parce que, qui devrait être enseigné, je pense, dès la plus petite enfance, à l'école, les troubles autistiques, les troubles de surdité, de vue, peu importe. Oui. Ouais. Mais les troubles autistiques, ça devrait être enseigné. Voilà, il y a des garçons, des filles, des enfants qui vont pas forcément réagir de la même manière que vous, etc. Apprenez à appréhender si jamais quelqu'un ne réagit pas selon ce dont vous avez l'habitude, selon vos normes de pensée. Ouais. Essayez de comprendre pourquoi la personne réagit comme ci et pas comme ça. Enfin, Alors du coup, Oui, moi, c'est je vais rebondir là-dessus Ouais, parce ouais. que justement, moi, ma rencontre personnelle que j'ai eue avec une personne autiste, c'était chez ma nourrice. ouais. J'y suis resté tard, j'y suis resté jusqu'à mes 10 ans et demi. Mhm. Bon, à la fin, évidemment, je l'aidais plus que avec les autres enfants que, Ouais. mais bon, bref. Et Ouais. donc, il y avait un petit gamin, Mhm. Axel, Mhm. de son prénom. Mhm. Je saurais pas dire quel âge il avait parce qu'il faisait beaucoup plus jeune Mhm. que son âge. Mhm. Et lui, waouh, bah, ça m'a confronté à sa différence Mhm. très jeune, et ça, je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'il avait? Ouais, il avait des gestes répétés, des mouvements, il se balançait, il tenait pas Oui. sa bouche. Il pouvait avoir un petit filet de bave de Ah temps oui, en temps. Ah oui, ouais. euh, Après, c'est vrai qu'il y a des degrés hyper différents. ouais. Mhm. Et bah c'est pour ça, moi, ça m'a marqué, parce que moi, j'avais cette image-là dès le début, Mhm. et après, tout ce que j'ai vu dans les films, dans la culture populaire, il y avait pas un degré aussi fort, on va dire. Mhm. C'était genre
d'être concentré sur un seul truc. Si la télé était allumée alors qu'on devait manger, bah sa cuillère, il l'a laissé presque tomber. D'accord. Tu Oui. vois, Mais ça, c'est vrai que c'est regarder des choses aussi fixer des objets pendant très longtemps. Ouais. Ça, c'est des choses. Moi, ça m'a marqué. Et Mais- ouais. Ouais, vas-y. J'ai rediscuté avec ma nourrice récemment, je sais plus quand, mais bon bref. Et elle m'a dit, ouais, Axel, je sais pas combien d'années après, elle m'a dit, bah il se rappelle toujours de toi, il se rappelle même toujours de la petite chanson que vous aviez créée. Oh là là. Ah la vache. Et c'est un truc dont toi tu te souvenais ou pas? La chanson Ouais. Axel loulou, Ah oui, poupou oui, nou sans- nou nou. Oui, je me rappelle, et là je me suis dit, merde. Mais ouais, C'est ce genre de capacité développée aussi du fait que les personnes ayant un trouble autistique, enfin je pense, parce que je suis pas médecin, je suis pas spécialiste de la question, mais le fait de paraître pour les neurotypiques ouais, dans leur monde, ouais, ça leur permet aussi de développer des choses Ouais. du genre l'hypermnésie ou la mémoire photographique. D'accord. L'hypermnésie, enfin, de pouvoir se souvenir de tout, ouais. d'énormément de choses. Mmh. Ou même la mémoire édétique, la mémoire photographique, que tu n'oublies absolument C'est rien. fou parce que je Après, pense ce que... sont des dons, mais je pense que c'est des... Ils sont dignes d'un don, d'ailleurs. Et ce sont des dons que tu peux développer quand, justement, tu es, entre guillemets, je dis, dans ton monde. Ah bah ouais. Je par pense qu'il se rapport serait il se serait pas rappelé de cette chanson si moi à l'époque j'avais pas réussi à rentrer dans son cercle Ah oui, oui, c'est ça. qui était Ouais, mais- ultra fermé. Ouais. Et d'ailleurs, Ouais. Temple Grandin, elle dit un truc qui est super intéressant. Ouais. Et la personne, la maman qui avait une fille autiste, disait ça aussi. Ouais. À l'époque, j'avais pas fait le rapprochement Ouais. entre les deux. Mais elle disait, Temple Grandin, que elle a eu beaucoup de chance d'avoir une mère qui s'est battue pour l'inclure, Oui, etc. Elle le Et que dit dans si- le film, c'est Ouais. bien retranscrit, ça, d'ailleurs. Et elle l'a même dit plus tard que si elle était née maintenant, elle aurait été placée dans un institut, en fait. Et oui, c'est ça. Et en fait, elle dit que c'est pas une bonne chose. Et la mère que j'ai croisée, qui avait une fille autiste, elle se battait pour que sa fille soit avec les autres enfants, Ouais, en fait. En inclusion. En inclusion. On retrouve Tout à fait. exactement ça dans Forrest Gump. Ah oui? Dans Forrest Gump, après les tests de quotient intellectuel, alors je sais plus Forrest Gump, il me semble que ça se passe dans les années 50. Au tout début, ça se passe dans Non, les années il 50. serre la main de Kennedy, donc c'est peut-être un poil plus tard. Non mais le ouais. tout Un début, poil plus ouais, parce tard. qu'on le voit Parce quand que même. je Ça doit sais être que- 60, Je sais 65. que Forrest Gump, quand il est jeune, il rencontre Elvis Presley. Ah oui, Elvis exact, Presley dans la exact. grande maison coloniale. Ouais, donc Ouais. 50, ouais. Et par rapport à ça, la maman, on lui dit votre fils est un peu lent. Alors je trouve la scène bon malheureusement drôle, on va dire, parce que il lui dit voilà votre fils se situe ici au niveau du QI, donc en dessous de la moyenne des autres prétendants à l'école. Et le gars dit à la maman de Forrest Gump il faudrait qu'il soit placé dans un institut spécialisé. Votre fils est différent, etc. Je me Et rappelais pas de la ça. mère a toujours appuyé et a toujours dit à son fils tu n'es pas différent, tu comme les autres, tu n'es pas stupide, n'est stupide que la Bien stupidité. sûr, C'est ouais. une phrase qui est Ouais. répétée pendant tout le film et ça rejoint ce que tu disais. C'est, Mhm. je pense que c'est pas non plus une erreur parce qu'il y a forcément un accompagnement Nécessaire. différent qui ouais. doit être mis en place, mais l'inclusion dans la société Et dans la scolarité tout le monde aussi, est, ouais. c'est indéniable. quoi. Ouais. Bah, elles sont. Il y a une conférence de Temple Grandin Ouais. sur TED. Ouais, TEDx, TEDx. une conférence TEDx. Vous l'avez tous vu, moi je l'ai vu. Ouais. Alors moi je l'ai pas regardé. Ah ouais. Je l'ai pas regardé. Ouais. Bah, du coup, je sais plus comment ça s'appelle, Mhm. mais justement, ça parle de l'idée globale, c'est de servir des différences de chacun pour créer un monde avec Ah des ouais, gens ouais. différents, Absolument. avec des capacités différentes, etc. Donc, elle parle de ceux qui ont une mémoire photographique, ceux qui ont une mémoire Et d'éthique, pas photographique, hein, de mémoire édétique. et d'éthique, Photographique, ethnique, enfin plein de choses différentes. Ouais. Mémoire saturée. Et, Non, pardon. Waouh. Non, mais du coup, c'est super intéressant parce qu'elle Ouais. dit que on a besoin de telle personne peut-être pour faire ça, etc. Et que au final, en fait, c'est marrant parce qu'elle parle. C'est ce que j'ai essayé de mettre un petit peu dans le texte, c'est que Ouais. elle parle pas tant que ça de tolérance, d'inclusion. Ouais. En fait, dans son discours, elle en parle pas tant que ça, Non, pas c'est aussi vrai. clairement. Ouais. Mais par contre, elle dit qu'on a besoin de tout le monde, que c'est Mhm. logique Ça d'utiliser va de tout le soi, monde. c'est tu dois prendre un petit C'est peu ça. chez chacun
pour construire Et donc du coup, si dans son utopie, effectivement, il y aurait de la tolérance et de l'inclusion, quoi. Mais c'est pas ça dans son discours. Je comprends. Premier. Je regarderai la conférence. On invite aussi les auditeurs. Bien sûr, à la regarder. Pareil, le lien est juste en dessous. On va essayer. Moi, ça m'a fait bizarre hein, d'ailleurs parce que elle a vraiment une manière d'imager, enfin de voir en image, qui a fait que du coup, à plusieurs fois, j'ai décroché parce que j'arrivais pas à se caler sur comprendre la vision du personnage. Puis ça fuse, elle passe d'une idée à l'autre et tout. Dans la conférence. Ouais. Ah oui, tu trouves? Ouais, moi j'ai trouvé ça très limpide. En plus, j'ai lu dans sa description qu'elle s'est mise à l'humour. Alors je trouve ça assez marrant. Oui. D'accord. Pour justement pouvoir présenter les choses un peu mieux parce qu'elle fait plein de conférences, etc. Ouais. Et je trouve qu'elle s'en sort super bien. Aujourd'hui, elle a un haut poste dans une université américaine. Elle était maître de chaire. Oui, c'est vrai que j'ai pas mis ses diplômes, mais elle a un haut poste dans une université américaine. C'est ça. Elle a un doctorat. Le comportement animal ou je sais pas quoi. Elle a écrit des dizaines de livres sur l'autisme, sur la zootechnique. La zootechnie. Donc c'est incroyable. Hein. C'est une vraie tronche. C'est impressionnant. J'ai eu un témoignage sur internet de Antea, une femme qui sort avec une personne Asperger. D'accord. Ouais. J'ai traîné sur Twitch sur le live d'un gars, un dessinateur que je regarde régulièrement. Et j'ai demandé dans les commentaires, y a pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un TSA? Elle m'a dit, ouais, moi, si tu veux, on peut en parler en privé. Pour avoir un témoignage. Ouais, voilà. C'est une super idée. C'est génial. C'est une super idée. C'est incroyable. ça va, t'en fais pas trop, là? T'es bien? Non, en gros, elle m'a dit, je sors avec une personne qui ne comprend pas ou mal les émotions, et le fait qu'il me les dit me permet de composer avec. Il a une mémoire exceptionnelle, on en parlait, et genre si je fais une crasse ou que je dis quelque chose, 4 ou 5 ans après, il va me ressortir le contexte et les paroles. Il a aussi une légère hyperacousie, une ouïe plus sensible que la moyenne, donc ça aussi on en a parlé avec le bruit du sèche des mains, tu vois. Absolument. Et il adore composer de la musique en permanence, donc il y a aussi ce côté un peu génie. Créatif. Ouais, voilà. Je lui ai posé la question de ce qu'elle pensait par exemple de Sheldon Cooper. Ah oui. Elle m'a dit Sheldon serait un bon exemple dans un sens parce qu'ils ont souvent des tics de repères. Le psy avait expliqué à mon copain que s'il n'avait pas de repère de lieu, ça pouvait le détruire. Un peu comme un chat, il va être complètement perdu. Il y a aussi cette idée dans le film. Parce qu'elle rentre dans la chambre, elle voit que le papier sur sa porte est tombé, il y a un drap qui pend parce que la bonne a fait sécher tu vois. Parce que quand elle arrive, il faut reposer le contexte dans le film, Temple Grandin, elle arrive chez sa tante, et sa tante lui dit c'est ta chambre. Et elle dit qu'est-ce qui me prouve que c'est ma chambre? Alors la tante elle a oublié d'être conne comme on dit. Elle va chercher un papier, elle écrit Temple's Room, la chambre de Temple, qu'elle fout sur la porte. Ouais. Et puis Temple est très contente parce qu'elle a un indicateur qui dit que c'est vraiment sa chambre. Tout à fait. C'est très Et donc du coup le papier se décolle, à un moment elle veut retourner dans sa chambre et elle est paumée. Elle va péter un plomb parce que le papier est tombé suite au ménage et puis Alors ce qui m'a surpris dans son témoignage quand elle m'a dit il a appris il y a 3 ans qu'il était autiste, mais il ne souhaite pas en faire tout un foin. Pour lui ça change rien, c'est surtout pour les autres, ses proches, etc. Ça aide à le comprendre, éviter de faire des choses qui le mettent en grosse difficulté, genre un câlin, etc. Et en fait j'ignorais complètement qu'on pouvait se faire diagnostiquer aussi tardivement, parce que sur Axel, le gamin que j'avais qui était chez ma nourrice, c'était flagrant. C'était absolument flagrant. Le gars, je sais pas quel âge il avait, elle m'a pas donné son âge, je voulais pas non plus voilà. Mais il se l'est fait diagnostiquer aussi tard. Vous le saviez, vous? Moi je savais pas que genre je sais pas, t'as 20-25 ans et du jour au lendemain il y a quelque chose, il y a des indicateurs qui font que bah tiens, je vais... Attends, il a été diagnostiqué à quel âge? Je sais pas, mais Axel, est le fameux le gamin. Axel, oui. Non, le témoignage de la personne. Le témoignage. Bah, déjà 3 ans. Tu dis... Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ah, donc il y a 3 ans. Donc ça veut dire qu'il était déjà en âge d'être en couple. Oui, je comprends. D'accord. Okay. Bah, il devait avoir un degré d'autisme plus léger que. Oui, c'est ça. C'est ça. Que, voilà. Donc peut-être que donc, ça veut dire qui monte jusqu'à un âge avancé que tu es entre guillemets en décalage ou que tu es sur une sorte d'autre réalité. Mais du coup ça doit être super difficile parce que il a dû connaître beaucoup de difficultés. Et ça a dû en expliquer beaucoup. Apparemment, de ce qu'elle m'a dit, il avait aussi une malformation aux mains. D'accord. Donc du coup, il s'est blindé
il s'est blindé avec 7 différences physiques. D'accord. Tu vois, Ah. ça a pas... Je comprends. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fou, ça se trouve, moi aussi, j'ai un certain degré d'autisme. Tu vois, moi, par exemple, moi, je rapproche ça de la, encore une fois, de la surdité, parce que je parle que de ce que je connais. Bien sûr, on est tous le fruit de notre propre expérience. Comment? On est tous le fruit de notre propre expérience. C'est pompeux. L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Oh là. Oh là là. Mais lèche-moi le fion, mon gars. Oh là. Oh. C'est magnifique. C'est très beau. T'allais dire quoi? T'allais parler de ton père? Joute verbale. Mais ce que je voulais faire, c'est encore l'analogie avec la surdité, c'est que tu peux être diagnostiqué très tard. Moi-même, j'ai été diagnostiqué avec une surdité il y a que 4-5 ans. Parce que jusqu'à ce moment-là, jusqu'à il y a 4-5 ans, porter des appareils auditifs, j'arrivais à gérer cette surdité en société, en faisant répéter les gens plus ou moins souvent. Puis ça a été de plus en plus souvent, et c'est là que je me suis dit, mais c'est bizarre, ça. Ouais, là il y a un véritable problème quoi. Et donc c'est peut-être aussi analogue à ça quand on a un handicap, rien ne laisse soupçonner que tu es diagnosticable pour tel ou tel trouble, maladie ou avant d'avoir vraiment des indicateurs nets quoi. Ça fait réfléchir. Voilà, ouais. On va terminer sur l'autisme avec un autre film qui est sorti en octobre 2019, c'est Hors Norme. Est-ce que ça vous parle? Ah, pas du tout. Regard gênant. Ah, pas du tout. Alors ça c'était... Ah, Hors Norme. Ah oui, j'en ai entendu parler. Mais oui, il parlait qu'il y a une excellente critique sur Wikipédia. Tu sais, c'est le film où t'as les normes et ça se passe à l'extérieur. Oui, et c'est pour ça qu'ils ont appelé ce film Hors Norme. Exactement. Passionnant. Pour situer, c'est un film français réalisé par Toledano et Nakache, donc ceux qui ont fait Intouchable. Avec Vincent Cassel et Reda Kattan. Bien sûr. Je l'ai pas vu, mais j'aimerais beaucoup le voir. Le synopsis, un peu vite fait pour l'audio guide et pour vous, du coup. Bruno et Malik, qui vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs 2 associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes. Personnellement, je l'ai pas vu non plus parce qu'il est sorti trop tôt. J'ai cherché sur internet à le regarder illégalement parce que j'ai aucune honte à ne pas soutenir le cinéma français. Pardon? Non, je plaisante. Non, bah, moi, je me casse. Wow. Come the fuck down, dude. Surtout que, pour réhabiliter un peu le cinéma français, il y a des super belles choses qui se sont faites ces dernières années. Ah bon, moi, et en plus, Toledano et Nakache, ils ont fait des films qui sont quand même vraiment top. Je pense à Nos Jours Heureux, Le Sens de la Fête, Intouchable, bien sûr. Ils ont fait plein de trucs super bien. Alors, moi, justement, je suis allé voir un peu ce qu'en pensaient les internautes, du coup. Et bon, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. J'ai vu les avis sur Allociné. Oui. Moi, j'ai eu des très bons retours de gens que je connais. De ce film-là? Ouais. Et je crois que tu connaissais pas? Non, je l'ai pas vu des bons retours d'autres gens. Ah, de films de Toledano et Nakache? Non, de Hors Norme. D'accord. Non, mais j'avais oublié le nom. D'accord. Mais une fois que tu l'as remis dans son contexte, je me suis dit, ah, mais oui, c'est le film avec Vincent Cassel. Et justement, selon ceux qui l'ont aimé et ceux qui l'ont pas aimé, c'est apparemment le problème du film, c'est que c'est la formule de Intouchable, voilà. Okay. Ouais, je peux c'est très pathos. C'est ce qui m'avait un peu dérangé dans le film qu'ils avaient fait avec Omar Sy sur un immigré en France. J'ai perdu le nom. Intouchable. Il est con. Non, mais ils ont fait un film juste après Samba. Oui. Samba, ça m'a un petit peu dérangé parce que c'était très mélodramatique, stéréotypé, etc. Et c'est justement, je trouve qu'ils avaient plutôt bien évité ce côté-là dans Intouchable. Et dans Samba, ça marche moins bien. Ouais. Quoi. Puis alors, apparemment, dans Intouchable, ce qui passe bien, c'est que le fait que la personne qui est handicapée, là, interprétée par François Cluzet, merci. Tout le monde le choye aux petits oignons. Il est dans un environnement dans le coton avec tout le monde, sauf avec Driss, il s'appelle Driss. Dans le film Omar Sy, je sais plus. Je l'ai vu une fois au cinéma, donc c'était. Et il y a que lui qui s'en fout en fait. Il s'en fout, c'est une personne comme. Il est cru, il est brut de décoffrage. Il est brut de décoffrage, mais il est comme avec une personne handicapée, comme il est avec tout le monde quoi. Alors apparemment dans Hors Norme, le problème c'est que c'est bien plus axé sur les associations qui font ce qu'elles peuvent face aux restrictions de l'État,
D'accord. que sur les autistes eux-mêmes. C'est louable de parler des associations, Ouais. mais certaines vraies associations ont critiqué le film pour avoir mis les autistes au second rang. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'un film ou une série pourrait traiter efficacement une personne avec des troubles sévères, c'est-à-dire avec des problèmes de sociabilité, de concentration, sans Ouais. génie particulier? Ouais. Et donc du coup, moi je vais vous poser une question. Oui. Ce serait quoi le synopsis de votre film sur les TSA? TSA. Le Sur les- synoptique. Les synopsis, ce serait quoi le descriptif? Comment vous feriez, quel serait le thème du film que vous feriez sur les troubles autistiques? Bah, déjà, ça pose une bonne question, parce que moi, j'aurais tendance à faire des films avec mon propre point de vue, qui n'est pas celui d'une personne avec Ouais. un trouble autistique. Ouais. Plutôt que me substituer à quelqu'un qui a véritablement un trouble autistique et qui le comprend forcément mieux que moi, puisqu'il le vit de l'intérieur. Bah ouais. Donc moi, je peux comprendre qu'on ait une vision un peu extérieure. J'ai pas vu le film, donc c'est difficile à dire, mais d'avoir une vision extérieure de... Mais si de c'était ta création. Ouais. De A à Z. moi, en je- fait, moi, sur ce thème-là. moi, personnellement, je Ouais. le ferais de mon point de vue. Ouais. Je le ferais pas... je pense qu'il faut faire des recherches, etc. pour Bien vraiment sûr. comprendre. Il faut pas non plus faire ça Je me suis dit que à l'arrache, mais ouais. Enfin, juste du coup, moi, je le ferais plutôt de mon point de vue parce que ça me paraîtrait être le plus sincère. Et c'est-à-dire, de ton point de vue, comment tu développerais l'idée, comment tu... Ouais. Et bah, Comment du coup, tu c'est créerais la chose. comment moi je vois une. D'accord, comment je- ok. moi, Toi, je tu vois mettrais une en personne scène, autiste. concrètement, tu mettrais en scène un personnage qui qui se retrouve lie à par des- exemple voilà. par exemple aussi parfait ça serait quelqu'un qui ne connaît pas du tout les autistes se retrouve confronté à par exemple Rain Man, c'est un super exemple, c'est Tom Cruise qui est une espèce de petit con qui vend des bagnoles, et puis il se rend compte qu'il a un grand frère et que c'est un autiste. Il a jamais entendu parler d'autiste, il trouve que c'est un boulet tout de suite, et en fait c'est génial parce qu'il va apprendre à le connaître. Et moi je trouve que ça c'est plutôt bien vu, quoi. Tu ferais cette démarche-là, parce que ce serait la plus franche, et ça reparaîtrait mieux à l'écran, quoi. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant de le centrer sur un autiste. Bah mais ouais. Moi, j'aurais peur de faire des boulettes, quoi. Le téléfilm le fait un peu. Ouais. Dès le début du film, première seconde du film, je suis Temple Grandin. Ouais. C'est la personnage qui parle en son propre nom, qui raconte son histoire. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Après, ça peut être intéressant du coup aussi de parler Temple Grandin a beaucoup conseillé aussi pour le film. Elle a conseillé la réalisation de ce film avec Claire Danes. C'est pour ça qu'il est aussi proche, aussi franc, aussi touchant. Et tu te laisses vraiment prendre au jeu, parce que le sujet en soi, pas forcément par rapport aux troubles autistiques, mais le sujet en soi sur le comportement animal et sur comment faire en sorte que les animaux aillent à l'abattoir serein, etc. C'est quelque chose de... Est-ce que... Mais attends, mais... Quoi ? Est-ce que tu serais pas en train d'amorcer la deuxième grande thématique de ce podcast? Oh là là! Mais dis donc. C'est une transition parfaite! Oui, alors justement, les Je vais sciences... juste faire une petite parenthèse par rapport à la question que tu as posée à Zipan. Ouais. C'est- Oui, toi d'ailleurs. Par rapport au film, qu'est-ce que tu ferais de l'idée de l'autisme, si tu devais mettre en scène ça? Comment tu ferais, toi? Moi déjà, je suis très attaché au monde du théâtre, donc je pense que, et je vous en parle en même temps que je le dis, Bah ouais. je mettrais ça en scène de manière théâtrale et pas de manière cinématographique. Et je rapprocherais également, intéressant. et je rapprocherais également ça de choses que je connais, comme disait Waouh, on va la reprendre. Comme disait Frangipane, comme disait la frange de Zipan. Comme disait Zipan, oui. de faire ça par rapport à mon point de vue. C'est-à-dire par rapport au handicap que je connais, qui est celui de la surdité. C'est-à-dire de rapprocher une personne pour pouvoir ou moi la jouer, ou pour pouvoir être metteur en scène de la personne qui jouerait un autiste, et donc de lier ça à la surdité, parce que c'est vrai qu'il y a encore, je vais faire encore une fois cette analogie, mais c'est le fait de se retrouver un peu dans sa bulle, un peu dans son monde, carrément, de pas entendre ce qu'a dit l'autre, d'être sur un autre degré de compréhension, et je pense que ce serait intéressant, mais en même temps, voilà, j'y pense en même temps que j'en parle. Bon, la bidoche. La bidoche. Parlons de bidoche. Alors, oui, parce que, ouais. À 18 ans, Temple Grandin travaille dans un ranch avec la sœur de son beau-père en Arizona,
Elle passe pas mal de temps à étudier le comportement des bovins, tout ça, et elle est fascinée par le travail. Et non, calme-toi, Emmanuel Macron, on parle pas de la chose que tu cherches à détruire. Alors ça se voit pas là, mais je porte un gilet jaune en fait. On parle bien d'une machine qui sert... L'avantage de la radio. C'est génial parce qu'en fait, si ça se trouve, on fait le podcast tout nu et personne ne Je ne porte uniquement qu'un gilet jaune. Non, par travail, j'entends bien sûr la machine qui sert à immobiliser les bovins et les chevaux, comme ce dont on avait parlé dans la culture c'est bien sur le travail avec le fameux tripalium. Ah oui. Et oui. C'est fou, non? D'accord. 3 pieux, tripalium. Et donc, du coup, Temple Grandin remarque que les animaux sont détendus grâce à cette machine, elle invente la machine à câlin, tout ça. Moi, il y a un plan qui m'a marqué dans le film, c'est quand elle pose la main sur une vache, qui ne souffre pas au moment de la mort, l'animal est calme et se fait exécuter. Bon, déjà, le plan est en ralenti saccadé, il me semble, ce qui pour moi est une terrible faute de goût. On va pas se le cacher. Le ralenti saccadé, c'est dégueulasse. Ça t'a pas choqué? J'ai dégueulé à ce moment-là. Il y avait un seau à côté de moi. Ralenti saccadé, quoi. Non, mais je pense que c'est aussi des J'avoue que je suis pas des fan. artifices. Je pense que c'est important aussi de mettre des artifices cinématographiques pour faire comprendre un moment clé dans un film. Parce que je pense que nous, on est très très cinéphiles. Tout le monde n'a pas forcément la même sensibilité au cinéma. Je pense que justement, ce ralenti saccadé, c'est pas esthétiquement, c'est pas très joli. Ouais, je trouve. Ralenti saccadé. Mais ça marque. Pas très très joli. Mais je pense que c'est un bon support pour aider à comprendre un moment clé dans un film. Certes. Même je pense que je m'en serais pas rappelé aussi bien si, s'il avait, la preuve que ça a servi parce que ça a marché. Ça empêche pas que c'est dégueulasse. Non, c'est pas beau. C'est dégueulasse. Mais le but du cinéaste, a été atteint parce que tu t'es souvenu de ce moment et il t'a choqué. En bien comme en mal, quand un moment te choque. Faut savoir, oui. Et bam! Je le reconnais. Et non, mais oui, bien sûr. Voilà. Enfin bref, du coup, j'imagine que l'idée c'était de parler de la façon de traiter les animaux. En général. Voilà. Alors je vais faire mon polémiste à 2 balles un peu. J'aime bien un peu. Vas-y. Ouais. En voyant le film, je me suis dit, dis donc, ce serait pas impossible que l'industrie de la viande ait mis un petit billet pour produire le film. Non, vous pensez pas? Tu vois? Pour redonner ces lettres de noblesse. C'est bon, les animaux ils souffrent plus, on peut en manger. Non? Je fais mon polémiste vraiment, c'est vraiment. Non, je pense pas. Non, mais je pense que par contre, enfin, comme j'ai dit dans l'introduction, elle a travaillé pour McDonald's, pour Burger King, etc. Pour les cheptels de grande distribution de bidoches, quoi. Ouais. Et donc du coup, elle est pour le bien-être animal, et ça pose forcément la question des végétariens qui disent qu'il faut plus, ou des véganes, il faut plus manger de viande, et elle, ça serait peut-être une ouverture vers on peut continuer à manger de la viande si on tue l'animal de la bonne façon. Elle l'a dit, c'est ça le débat en fait. Elle l'a dit elle-même, elle a essayé de suivre un régime végétarien, mais ça lui a pas convenu. Mais après, ce qui est intéressant avec Temple Grandin, c'est qu'en fait elle est tellement brillante, etc. Elle a intervenu dans tellement de domaines qu'elle en devient critiquable en fait. On n'est pas forcément d'accord avec elle sur sa façon de faire. Bien sûr. Même parce que sur l'autisme effectivement elle a prouvé plein de choses. Ça veut pas dire qu'elle a une bonne façon d'envisager l'éthique animale. Enfin, je dis pas que c'est ni bien ni mauvais, mais en tout cas, c'est critiquable. J'ai lu quelques pages d'un de ses essais qui s'appelle Animals are not things. Les animaux ne sont pas des choses. Oui. Elle développe l'idée selon laquelle, bien que les animaux soient techniquement la propriété des êtres humains, selon les textes de loi, ils devraient pour autant avoir un traitement éthique, des droits même. Et bon, même si elle remet pas forcément en cause la domestication, l'élevage des animaux, elle veut simplement leur offrir une meilleure vie, le fait qu'ils ne souffrent pas et que mais elle veut pas révolutionner le monde en fait. Elle dans le monde existant, elle fait en sorte que ça soit le plus éthique possible. C'est ça. Alors après moi, si je dois mettre moi par exemple, je suis pas végétarien. Je continue à manger de la viande, mais mon éthique sur le végétarisme, si je devais arrêter d'en manger du jour au lendemain, c'est pas parce que les animaux souffrent. C'est pour les ressources que ça nécessite. L'industrie de l'élevage, ça pollue autant que les transports. Et si t'imagines le nombre d'avions, le nombre de porte-conteneurs qui passent sur la Terre chaque jour, des denrées alimentaires, et tu dis que la viande, dans tout ça, l'élevage, ça pollue autant.
Mais c'est bon, je veux bien en manger beaucoup moins. C'est intéressant parce que moi je mange très peu de viande, j'en mange encore, mais en tout cas je suis assez attiré par le végétarisme ou même le véganisme. Je trouve qu'ils ont des arguments qui sont très raisonnables et qui m'intéressent beaucoup. Et moi, si j'arrêtais de manger de la viande, ça serait en fait, moi, ça serait principalement pour la souffrance animale. Ça serait vraiment ma première chose. Et effectivement, je trouve ça, c'est pour ça que ça m'attire beaucoup. C'est parce que d'une part, tu te dis, ça fait souffrir les animaux. Et en plus, si on arrête, on pollue moins. Tu vois, c'est un peu le deuxième point jackpot, quoi. Mais pour moi, le premier, ça serait plutôt la souffrance animale. Après, on peut, moi, je vais pas le cacher, hein, je suis un gros viandard. Voilà, ah bah oui, bah écoute, chacun son. Alors ça tombe bien, j'ai préparé, c'est une surprise pour l'émission, un petit seau de sang non que je vais te jeter à la gueule. Non, pas le remake de Carrie, non, s'il vous plaît. Et donc moi je vais pas le cacher, je suis vraiment un gros viandard, mais je pense que mon impact écologique, bon, il est certain, mais je pense qu'en préférant des alternatives comme le locavorisme, donc ne rien manger en denrées alimentaires qui soit pas élevé dans un local à plus de 30 voire 50 km de chez toi. Manger local, quoi. Voilà, manger local. Ça permettrait de réduire ces impacts. Tout à fait. Et non pas manger dans un local. Et non pas manger dans un local. Voilà. Surtout un local aveugle, il n'y a pas de fenêtre, c'est triste. Le bruit de la ventilation, moi, ça me rend fou. On s'ennuie. Et donc voilà, je pense que c'est un patchwork de petites choses qui font qu'il faut consommer de la viande de manière raisonnable et que les abattoirs soient... Du coup, si je peux me permettre, toi qui es un viandard, est-ce que devenir végétarien pour toi c'est impossible? Non, parce que je suis très ouvert et je vais raconter une petite anecdote que j'ai vécue aux États-Unis par rapport à ça. Je pense que je serais absolument ouvert à devenir végétarien. Tu m'en as parlé. Peut-être pas aller jusqu'à devenir vegan, encore que je sais pas. Mais j'ai une petite anecdote à raconter. Donc j'étais aux États-Unis et je me suis dit je vais aller manger un burger. Donc voilà, le burger américain, états-unien classique quoi. Et je vois sur la carte The Impossible Burger. Donc le burger impossible. Alors je me dis ça doit être impossible to finish, impossible à finir. Comme je suis assez généreux tant dans la cuisine que dans la consommation de nourriture. Je me dis, voilà, ça doit être un truc qui fait 650 grammes, 700 grammes, tu vois. Je me suis dit, ok. Je vais rentrer en roulant sur moi-même. Challenge accepted. Donc, je dis Impossible Burger, ok, voilà. Donc, je commande, et puis arrive un burger d'une taille absolument tout à fait classique, quoi. Il n'y a rien de particulier. Et puis, je mange, je me régale avec mon burger, etc. Et je ne vois le descriptif du burger impossible qu'à la fin d'avoir dégusté mon plat. Et je regarde, burger fait uniquement à partir de protéines végétales, d'huile de noix de coco et de diverses plantes, etc. Et j'ai toute la liste des plantes. Je vous jure, étant viandard et connaissant le goût, la texture de la viande, du steak haché, etc., je ne me suis rendu compte à aucun moment de la dégustation de mon burger que je mangeais quelque chose qui n'était pas de la viande animale, qui était un substitut fait à partir de matière végétale. Mais ça veut dire qu'il y a des animaux en forme de légumes? Et voilà, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Ça t'a vraiment troublé? Ah ben ça m'a troublé. Je croyais avoir mangé un steak haché, quoi. Ouais. Et c'était uniquement des protéines végétales. Fait uniquement. Donc, je pourrais, à mon sens, c'est une première étape. Là, c'est une première étape, c'est quelque chose qu'il y a eu un avant, un après, si tu veux, dans la vie d'un viandard. Bah ouais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas devenir végétarien? Voilà. Qu'on me donne un magret de canard fait à partir de protéines végétales avec la même texture, et j'y passe, sans problème. Il y a un épisode de En Bref, qui est sur une série qui est sur Netflix, qui parle justement de toutes ces nouvelles techniques industrielles de faire semblant de créer vraiment la viande avec la fausse texture et tout. Je vous le conseille, faut vraiment le regarder. En Bref, sur Netflix. Il y a également des boucheries végétariennes à Paris aussi. Ah ouais?
Ah oui, Des boucheries où en fait, d'accord. quand tu viens acheter, tu dis je veux du poulet, je veux du bœuf, et D'accord. en fait c'est juste des Quelque chose substituts. qui rappelle le bœuf ou qui Voilà, rappelle le c'est poulet. que des C'est substituts. du substitut végétal. Voilà. Ça, c'est très intéressant. J'y viendrai peut-être un jour Il y a aussi des au patchs, régime végétarien. il y a aussi des patchs de viande chez tous les buralistes pour ceux qui. Mais une tranche de bacon sur l'épaule et c'est bon quoi, tu manges pas de viande pour la journée. Absolument. Alors, dernière petite question, les garçons. Oui. La société s'est effondrée, on est dans le nouveau monde, on doit tout recommencer à zéro. Bah ouais, réveille-toi, hein. Oh putain. Merde. Là, si la lumière et si l'enregistrement fonctionne, c'est parce que depuis tout à l'heure, je pédale avec une dynamo, hein. Ah ouais. Ah, c'est génial. Quelqu'un peut prendre le relais parce que j'en peux plus. Non, on a apparemment des besoins naturels à avoir de la vitamine B12, à manger apparemment de la viande. On va prendre ça en considération. Admettons, on doit manger de la viande, il vous en faut. Est-ce que vous êtes prêt à tuer un animal ou est-ce que vous laissez ça à quelqu'un d'autre? Alors. Val, Ouais. est-ce que tu te sens prêt à... Est-ce que tu as déjà tué un animal? J'ai déjà. Alors. Heureusement que c'est Valichon qui est écrit, qui a pas mon prénom, mon nom de famille, mais je vais me confier un peu. Ouais, moi aussi, après, Voilà, j'ai une je vais anecdote. raconter une autre anecdote, Ouais, parce que c'est ma vas-y. spécialité. J'avais récupéré un oiseau sur une route qui avait l'air très très mal en point, un petit oiseau. Et je me suis dit, je vais le ramener chez moi pour essayer de le soigner et de fait qu'il reparte voguer vers d'autres aventures. Et j'ai récupéré cet oiseau, j'ai pas réussi ni à le nourrir, ni à le soigner, ni quoi que ce soit. Donc j'ai dû malheureusement, je savais qu'il allait plus jamais être nourri par sa mère, qu'il arriverait jamais à se nourrir, j'en étais certain. Je me suis documenté sur la question et malheureusement j'ai dû l'achever. Ah. Donc ça m'est arrivé de tuer un animal. Donc cet oiseau. Et du coup j'étais pas bien. Ouais. Honnêtement, je devais avoir 18 balais, pourtant Ah. j'étais pas très ni très jeune ni très vieux, mais Non. Pas trop con, mais encore un peu. pas trop con, mais encore un peu. Et il m'arrive d'ailleurs encore aujourd'hui D'avoir des relents de conneries. voilà, de faire preuve, pas forcément de beaucoup d'intelligence, mais pas bon, c'est pas grave. Bah moi c'est marrant. Toujours mais- est-il que Ouais. ça m'a marqué, Moi aussi. et le fait de tuer ou un porc ou un bœuf ou quelque Ouais. chose, c'est comme ça aussi qu'on fait dans des communautés en communauté campagnarde, etc. On tu vois. désigne une personne pour non, faire on désigne le... pas forcément une personne, mais si tu veux manger du cochon toute l'année, tu vas aller tuer le cochon, tu vas participer à l'effort commun. Et tu le ferais. Je sais pas. Honnêtement, vu comment ça m'a Ouais. suffisamment perturbé à l'époque, Moi, je sais pas si j'en serais capable. Mon anecdote, j'avais à peu près le même âge que toi et c'est marrant parce que t'étais là. Oh. Les Oh. Zipan. On venait de pêcher à côté de chez moi. Ah, c'est le jour où j'étais torse nu et j'ai tué un bœuf à main nue, c'est ça? Non, pas du tout. On venait de pêcher, on s'était dit qu'on allait les frire. Ah oui, quelle horreur. Oh, Et ouais, alors non. ça. Non. Et Je sais que tu m'as choqué ce jour-là. Bah, et je pense que j'aurais pas été choqué. Bon, bref, Et donc j'ai jeté un poisson vivant dans la friteuse. Oh, c'est chaud. Bah merde. ouais, 200 et quelques degrés quand même. Bah, moi j'étais. Putain, mais c'est hardcore. En fait. Franchement, j'avais. Le geste. Ouais. Je sais pas si j'aurais été autant choqué si Zipan m'avait pas dit « Oh mec, c'est chaud ce que tu viens de faire. Ah, c'est hard. » Et Ah, mais moi j'étais. Ouais. Franchement, j'étais choqué. J'étais choqué. Surtout que, enfin, moi perso, ça m'est jamais arrivé Non. de tuer un animal. T'as Même déjà tué une moi- mouche ou un moi, moustique quand je bute, Oui. franchement, c'est rare. Déjà, moi j'adore attraper les mouches. Ouais. Donc, je les écrase pas. Non. J'adore les attraper. Et les remettre C'était un dehors, truc en que fait. je faisais quand j'étais petit. Ouais. Bon, vous voyez pas la technique, mais en fait, il y a une technique pour choper Ouais. les mouches Mmh. et tu les as presque à tous les coups. Donc je m'amusais à faire ça. D'accord. Et tu quand les- une mouche me saoulait, bah, je l'achetais dehors. Tu l'as relâché. Ah, mais d'ailleurs, si, j'ai une super anecdote du coup. Ah. Parce que moi, je faisais toujours ça. Et ça m'est déjà arrivé de tuer une mouche ou un moustique, mais même ça, moi, ça me, tu vois, j'aime pas. Je Ça me dis, t'embête. mais attends, mais qui suis-je, tu vois? Oui. Pour critiquer l'œuvre de Dame Nature. C'est ça. Non, mais en vrai, il y a un peu de ça. Je me dis, bah, je vais pas tuer un animal, voilà. Ouais. Et une fois, j'ai attrapé une mouche. Ouais. Et elle me saoulait, mais vraiment, elle me saoulait, quoi. D'accord. La mouche qui te saoule. Elle t'a provoqué. Voilà. Et du coup, je l'attrape avec dans mes mains, De manière dans mes mains, véhémente. de façon véhémente. Elle est dans mes mains, j'entends faire des zig, ça chatouille. Et elle m'avait tellement énervé que je l'ai jeté par terre.
Mais je me suis dit, c'est une mouche, elle va s'envoler, j'exprime juste ma colère, voilà. Ça fait... Elle s'est éclatée sur le sol. Et je me suis senti trop mal. Je me suis dit, c'était pas ta volonté initiale. J'ai tué une mouche en la jetant sur le sol, quoi. Enfin, c'est un geste violent. C'est trop bizarre. Peu importe. Donc, une vie d'un être humain, d'un être vivant. Oui, parce que la mouche est un être humain, ouais. Non, mais voilà. Ouais. Ça serait ça, mon anecdote. Tuer un poisson, tuer un poisson, ça m'est arrivé, oui, moi aussi. En l'assommant, quoi. Ouais. En l'assommant jusqu'à la mort. Donc, geste, déjà. Mais c'est marrant parce que, violent, mais moi, je l'ai jeté dans la friteuse parce que j'osais pas l'assommer. D'accord. Ah oui, donc t'avais un degré de perception de la violence. J'étais ado, pareil, on était quoi? On était au lycée, je devais avoir 16-17 ans, tu vois. Voilà. J'osais pas taper sur le poisson, je me suis dit, allez, tiens, je le jette là-dedans et... Donc voilà, tuer un animal de mes propres mains, donc dans le but de manger. De le manger ensuite derrière, quoi. Tant que je suis pas devant le fait accompli, je sais pas du tout comment je réagirais, mais si on avait été obligé, je pense que j'aurais énormément de mal. La même. J'aurais énormément de mal. Je te fais un grand jardin, tout ce que tu veux, je mange que des légumes, mais je sais pas. Ça m'a marqué, ce serait très difficile. Moi, je pourrais pas. Par contre, si c'est pour des questions de survie, pour en revenir à des questions, là, a priori, l'instinct de survie domine. Tu vois des situations. On tire à la courte paille et puis. Ouais. Le sort tombera sur le plus jeune. Et puis comme le dit la chanson. Peut-être qu'il y en aura un qui va se désigner et dire moi j'ai aucun problème à achever un animal, du gibier. Ça peut arriver. Quand tu vois certains extrêmes où par instinct de survie l'homme est capable de manger son prochain. Dans des histoires de crash d'avion en haute montagne. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est que dans certains cas, il y en avait pas. Des gens qui crevaient la dalle et qui se refusaient au cannibalisme. Ça existe aussi. Mais quand tu vois certains extrêmes auxquels tu peux arriver, tu te dis que... Mais je pense que l'exercice de pensée, c'est toujours intéressant, mais l'idée du végétarisme, etc., c'est plutôt de s'inscrire dans la société telle qu'elle est maintenant. Parce que si, évidemment, on n'est plus que 1000 sur Terre, les conditions environnementales sont différentes. Dans le cadre du végétarisme, si c'est pour le bien-être animal, etc., ça peut toujours se tenir. Mais si c'est pour des questions environnementales, si t'es plus que 1000 sur Terre, tu vois, l'impact est pas le même. Donc c'est plutôt l'idée d'être végétarien, c'est aussi d'améliorer la société dans laquelle on existe maintenant, quoi. Bien sûr. Et de devenir un peu, d'être capable d'être des humains qui se transcendent, en fait. Capable de dépasser leur notion de carnivore. Et tu parlais de la B12, par exemple. La vitamine B12. La vitamine B12, donc pour ceux qui savent pas, c'est une vitamine qu'on trouve que dans les produits d'origine animale. C'est-à-dire que si vous êtes mais on peut la synthétiser en laboratoire. Oui. Mais oui, bien sûr. Non, mais c'est ça Ouais. Donc, mais ça veut dire que si vous êtes végétarien, vous avez ou vegan, végétarien ou vegan, les deux. Vous avez potentiellement des carences en vitamine B12 puisque vous en absorbez pas, donc vous êtes obligé de prendre des compléments. Et il y a des gens qui se servent de cet exemple pour dire que être végétarien, en fait, ça n'a pas de sens puisque la nature ne l'a pas prévu, puisqu'on est obligé de prendre des vitamines supplémentaires. Juste pour terminer, c'est que moi je trouve ça stupide, sachant qu'il y a énormément de choses qu'on fait actuellement qui ne sont pas naturelles. Alors, dire que tout le végétarisme ne tient pas à cause de cet exemple, c'est complètement stupide. C'est comme il y a tellement de choses qu'on fait qui sont pas naturelles que ça me rappelle un argument qu'expliquait un professeur aux États-Unis, aussi une conférence filmée sur YouTube. Il disait l'homme n'est pas fait naturellement, n'est pas programmé naturellement pour manger de la viande d'origine animale. Je lâche un gibier du type lapin ou lièvre dans la cour de l'université. Je mets au défi une seule personne de l'attraper pour la manger. Vous verrez que l'instinct de l'homme n'est pas fait pour attraper du gibier et le choper. Mais c'est complètement à côté de la plaque comme argument, parce que l'homme, à l'instinct, mais même l'animal a développé des outils au cours de son évolution pour s'aider à chasser, etc. Donc c'est pas un argument qui est recevable de dire que voilà, dans la nature, l'homme pareil, n'est pas fait pour manger de la viande. Et par exemple, il y a un autre, juste un truc, c'est que par exemple, nous, on passe énormément de temps à l'intérieur de nos maisons, etc. On sort de moins en moins. Du coup, il y a des enfants qui ont des carences en vitamine D, par exemple.
Et Parce qu'ils n'ont pas le taux d'ensoleillement qui fait que... Exactement. Et quand t'as des carences en vitamine D, tes yeux peuvent se développer différemment. Du coup, t'es obligé de mettre des lunettes. Mais tout ça, ça vient du fait que on peut regarder des ordinateurs, on a nos portables, on peut communiquer plus facilement, etc. Et ça aussi, c'est pas naturel, en fait. Absolument. Alors qu'on va quand même prendre de la vitamine D en complément. Enfin, c'est pas un argument. Ouais. Bon, on va passer aux questions du Trivial Poursuite. C'est l'heure des questions Trivial Poursuite. J'invente un jingle. Alors, donc, ouais. Ouais. Bonsoir. Trop bien. Notre émission touche à sa fin. C'est ça. On va essayer de pas répondre autant à côté de la plaque. Alors, ouais, du coup, j'ai complètement changé les règles par rapport à la dernière fois. Là, ça va être compliqué. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, c'était des questions au hasard, où vous choisissiez, etc. Et c'était le premier à 1, donc là, j'ai décidé de complètement changer. Donc là, c'est le premier à 2. Ok. Voilà. Déjà, c'est... Comment on fait? C'est le premier qui répond? Voilà, c'est le premier qui donne la bonne réponse. C'est en mode de question pour un champion. C'est ça, exactement. Ok. Vas-y. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Oui. Je suis prêt, frère, vas-y. Alors, de quel instrument jouait Boris Vian? De la trompette. Un point pour Valichon. Yes. Bravo. Bon, une autre question assez facile. En quelle année Jean-Pierre Beltoise a-t-il remporté le Grand Prix de Formule 1 de Monaco? Oh là là. 53. Alors, vous avez, on va dire, à 6 mois près. À 6 mois. T'as dit combien? 1953, mais c'est beaucoup trop. 53. Formule 1? Ouais. Moi, je dirais 1975. 1975. Alors, c'est 1972. Je suis plus proche. Jean-Pierre Beltoise, hein, vous voyez qui c'est, Jean-Pierre Bien Beltoise. sûr, on n'entend parler que de lui. Bah oui, et comme c'est à 6 mois près, j'ai pas eu le Ah oui, il y avait Jean-Pierre Beltoise, il y avait Chris Amon, il y avait Helmut Marko, Wilson Fittipaldi aussi pendant cette course, Ronnie Peterson, vous vous rappelez de Ronnie Peterson? Je vais aller chier, je reviens. Vous vous rappelez, il y a aussi Graham Hill, Mike Butler, David Walker, Denis Hulme. Question suivante. Ça marche. Donc j'ai pas eu le deuxième point. Si. Ah non. J'ai pas eu le deuxième point. Ah non, pas de deuxième point. 6 mois près. Exactement. Mais c'était con 6 mois après. Bah oui. D'accord. Ok, non mais bon. Dans quel sport utilise-t-on une épée, un fleuret et un sabre? L'escrime. Alors, on a un ex-aequo là. Ouais. On a un ex-aequo. Ça fait 2 points pour moi si on est à ex-aequo. Ou on se départage. On fait on peut pas allez, départager, d'accord. Je pose une dernière question, allez. Ouais. Tiens, j'aime bien celle-ci. Quel nombre ne peut pas être écrit en chiffres romains? 0. Ouais. Putain. Tout à fait. Boum. Et 2 points pour moi. Et j'ai trouvé marrante cette question parce que Merci. la réponse est carrément trouvable, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et on se dit, tu sais, dans ta tête, tu dis un X, non, ça marche pas. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça vous a sortir du... Bah non, moi je vais aller pleurer. Hein. Je sais plus qui avait gagné la dernière fois. Bon, bref. Bah personne, parce qu'on a dit la tortue et la baleine ou je sais plus quoi. On était à côté. Alors oui. N'importe quoi. Si vous réécoutez l'émission d'avant, c'était du n'importe quoi. J'ai demandé à un mammifère terrestre. Il y en a un qui a dit la baleine. Moi, a priori, c'est un mammifère marin. Et toi, tu as dit la tortue de terre. La tortue qui n'a absolument pas de poils ni de mamelles. Donc, ce n'est pas un mammifère. Bah attends. Petit erratum. La tortue a pas de mamelles, mais c'est quoi que j'ai sucé alors? Bon bref, je crois qu'on est bien. Merci Val de nous avoir donné ton avis aussi tranché que du pain de mie dont je suis friand avec du beurre salé. Merci Zipan de nous avoir éclairé avec ta bonne grosse verve. Merci. Enfin, de rien, je veux dire. Et surtout merci aux auditeurs qui ont pris la peine de nous écouter. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez, mangez équilibré et des gros bisous. Allez, des bisous. À vous les... Allez bye les youyou. Tchuss. Auf Wiedersehen.